Bonjour tout le monde et bienvenue à la 7e édition du Forum économique de la relève d'affaires propulsé par le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Vous le savez, 2022 se trouve au cœur de nouvelles tendances dans l'univers du travail. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous tournerons vers l'essentiel avec un retour aux sources et maintenant, l'humain au cœur des métiers de l'avenir. À travers le prisme de nos 3 sous-thématiques, alors le nouvel équilibre du travail entre performance et santé mentale, les aspects distinctifs des meilleures entreprises entre authenticité et attraction, et le rehaussement des compétences techno, intelligence artificielle et cybersécurité. Accessible à tous? Le FERA 2022, présenté par Hydro-Québec, vous invitera, que vous soyez employeur ou employé, à vous poser la question la plus importante. Au final, quelles sont vos réelles aspirations dans le monde du travail? C'est donc à travers des panels, des entretiens, des présentations, des capsules inspirantes que s'articuleront les discussions aujourd'hui. Alors, notre plateforme virtuelle Swapcard a plusieurs possibilités. Alors, je vous invite vraiment à explorer en tout temps parce que c'est une bonne plateforme pour faire du réseautage. Il y a également les kiosques de nos participants que je vous invite à aller visiter et à même prendre des rendez-vous avec eux pour jaser un peu. Finalement, l'onglet Opportunités vous offre plusieurs opportunités d'offres d'emploi, de concours. Je vous invite à aller voir également cet onglet. Et en tout temps, vous pouvez aller sur l'onglet En direct qui vous ramène donc au contenu vidéo en direct. Alors, j'aimerais commencer par remercier nos partenaires. Au nom du RJCCQ, je tiens à remercier nos précieux partenaires. Notre partenaire présentateur, Hydro-Québec. Nos partenaires publics, le Secrétariat à la jeunesse et Services Québec. Nos partenaires associés, Banque nationale, Tact et Cascade. Et nos partenaires collaborateurs et notre partenaire de soutien. J'aimerais également remercier notre partenaire de diffusion aujourd'hui, l'agence Web Diffusion. Alors, ils vont certainement travailler très fort pour faire cette diffusion en direct-là. Finalement, des remerciements chaleureux à Magali Legault pour l'atelier participatif pour gestionnaires qui aura lieu ce midi, donc de midi à 13h. Alors maintenant que vous avez toutes les informations en main pour passer un très bel événement, j'aimerais laisser la place aux allocutions d'ouverture présentées par Tact. Alors, je vous présente donc officiellement M. Pierre Graff, qui est président-directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce. Pierre, je te laisse la parole. Merci Camille, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour cette 7e édition du FERA 2022. Et premièrement, j'aimerais profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne année du Tigre à tous les membres du YCPA, organisation membre du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Deuxièmement, une nouvelle fois, merci à notre fidèle partenaire Hydro-Québec, présentateur de cet événement, ainsi qu'à notre président d'honneur Dominique Roy, avec qui j'aurai le plaisir de m'entretenir dans quelques minutes. L'an passé, nous avions, lors de la 6e édition du FERA, travaillé sur la thématique de la destruction créatrice, c'est-à-dire le phénomène qui implique que certaines industries disparaissent au profit de nouvelles qui sont innovantes. Sauf que cela a un impact également sur les personnes, d'où la naissance de la thématique de l'humain au cœur des métiers de l'avenir que l'on va explorer aujourd'hui avec différents panels, ateliers, conférences et bien d'autres moyens de trouver des solutions et de participer à la réflexion sur l'avenir des jeunes gens d'affaires au sein du marché du travail. Et quoi de mieux que pour parler du marché du travail que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui est également ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et également ministre responsable de la région de la Mauricie. J'ai nommé M. Jean Boulet. Allô Pierre, bon matin. Bonjour à tout le monde, à tous ceux et celles évidemment qui vont participer à votre forum. Et j'aime beaucoup la thématique là, quand on dit « et maintenant, l'humain au cœur des métiers d'avenir ». Ça m'apparaît extrêmement pertinent parce que vous savez qu'avec la pandémie, c'est accéléré dans les organisations de travail l'importance d'intégrer des nouvelles technologies. Constamment, on fait référence au vieillissement de la population, la pénurie de main-d'œuvre qui va s'accentuer d'ailleurs dans les prochaines années. Il y aura un creux historique en 2030 où la population des 15 à 64 ans sera à son plus bas niveau. Et en 2040, on anticipe que ça va se rétablir, qu'il va y avoir un meilleur équilibre, donc le taux de remplacement des postes vacants
qui est autour de 250 000 mois après mois actuellement au Québec, et qui est à 0,8 % devrait augmenter. Mais quand on parle de l'humain et des technologies, on a l'impression que c'est irréconciliable, que on va automatiser, on va robotiser, on va intégrer l'intelligence artificielle. Puis d'ailleurs, toutes les analyses et les sondages démontrent que plus tu intègres des nouvelles technologies, plus ça te permet de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre, d'attirer des jeunes et de fidéliser aussi tes employés. C'est pour ça que moi, je considère que tout ce qui s'articule autour de la formation, la requalification, puis le rehaussement des compétences, c'est devenu des incontournables, pas seulement socio-économiques, mais aussi humains. Quand je parle de formation, souvent je réfère au fait que le Québec doit devenir une société apprenante et que les environnements de travail doivent muter en lieu d'apprentissage. Il faut que tous ensemble, collectivement, on contribue à rehausser les compétences de nos personnes. Puis des fois, c'est aussi à la base que de parler de littératie-numératie. Quand on constate que 53% des travailleurs au Québec ont des problèmes de compréhension de texte, il faut s'y attarder. Quand on parle d'intégration de technologies numériques et qu'on voit le faible niveau de numératie des travailleurs au Québec, il faut s'y intéresser. C'est la raison, puis je veux pas faire une démonstration de ce qu'on a fait, puis vous parler de montant d'argent, mais je vais faire état de certains éléments qui m'apparaissent assez cruciaux et qui démontrent la prise de conscience des acteurs du marché du travail de ce phénomène-là, de l'importance du rehaussement des compétences. Souvenez-vous, au début de la pandémie, on essayait de reconstruire le Québec avec des nouvelles mesures, des nouveaux programmes, et j'avais mis en place, en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail au Québec, un programme qui s'appelait le PACME, Programme d'aide concertée pour le maintien en emploi, parce que je voulais aider les entreprises à conserver un lien d'emploi avec leurs employés stratégiques. Croyez-le ou non, il y a à peu près 46 000 entreprises qui ont adhéré à ce programme-là parce que ça leur donnait des subventions salariales ou on remplaçait des salaires des employés pendant qu'ils étaient en formation et ça a permis à peu près 255 000 travailleurs de rehausser leurs compétences. Puis souvent, c'était des personnes qui étaient dans le commerce de détail puis qui comprenaient l'importance d'aller vers le commerce électronique. D'autres, c'était pour développer des stratégies d'affaires. Certaines entreprises, c'était pour penser aux emplois de demain, comment assumer la transition verte et écologique. Puis quand on réfère aux emplois d'avenir, j'avais donné un mandat d'ailleurs à cette commission-là de façon contemporaine au lancement de ce programme-là pour identifier les compétences du futur. Parce qu'on dit souvent, puis c'est facile à dire, il y a des emplois aujourd'hui qui n'existeront plus demain, puis il y a des emplois qu'on n'anticipe pas qu'ils vont exister demain. Tu sais, quand on parle de robots, vous avez tous visité des entreprises fortement robotisées, mais de plus en plus, on forme des personnes qui vont devenir des coachs de robots. Quand on parle de nouvelles technologies, il y a tellement de métiers demain qui vont exister qu'on n'est même pas capable d'anticiper. Mais quand j'avais eu le rapport de la CPMT sur les compétences de l'avenir, imaginez-vous qu'au cœur des compétences de l'avenir, évidemment, on parlait de littératie-numératie, mais c'était des habiletés sociales, des habiletés relationnelles, la capacité de travailler en équipe. Moi, c'est constamment la conclusion à laquelle j'en arrive. Il ne faut pas penser que parce qu'on numérise et robotise, l'humain va se déplacer. Je pense qu'on va enrichir les tâches, on va se départir de tout ce qui est routinier et répétitif, puis on va donner une valeur ajoutée pour permettre à nos travailleurs, travailleuses au Québec d'accéder à des conditions plus avantageuses, des salaires, plus de flexibilité, ultimement plus de conciliation famille-travail. Ça aussi, c'est des éléments qui permettent de mieux
recruter et de fidéliser tes employés. Mais ne perdons jamais de vue que ce qui est l'humain dans son être ne disparaîtra jamais au bénéfice des robots et des nouvelles technologies. Il y en a un autre programme parce que PATME, c'était véritablement de la formation. Ce que je constate aussi, c'est que les nouvelles technologies qui vont remplacer l'être humain, lui donnant accès à des meilleurs emplois, à des meilleures conditions de travail, vont imposer ce qu'on appelle la requalification. Puis la littérature à l'échelle internationale me conduisait constamment vers l'importance de la requalification. Donc, même si tu es dans un secteur, et puis la pandémie l'a accéléré parce qu'il y a des secteurs, vous le savez, qui ont été précarisés, fragilisés. Il y a des personnes qui saisissent une opportunité de vie ou de carrière de faire de la requalification. On a mis en place un programme de requalification au Québec qui donnait une allocation de 500 $ par semaine à des personnes qui vont faire des programmes courts, soit dans des centres de formation professionnelle ou dans des cégeps ou à l'université. Imaginez-vous qu'on est allé au-delà du budget, on a rajouté des montants d'argent, puis il y a à peu près 25 000 personnes qui en ont bénéficié. Le 30 novembre dernier, avec le premier ministre puis ma collègue à l'enseignement supérieur, on a lancé une vaste opération main-d'œuvre pour répondre à nos besoins dans des secteurs essentiels du public, bon, la santé, l'éducation, particulièrement la santé mentale, l'éducation à la petite enfance, puis dans les secteurs stratégiques comme la construction, les technologies de l'information et le génie. Évidemment, on a mis en place des bourses, perspectives emploi, qui donnent 1 500 $ par session complétée au collégial, 2 500 $ par session complétée au niveau universitaire si tu étudies dans des secteurs qui sont en déficit de main-d'œuvre et qui visent à répondre aux besoins fondamentaux de l'économie du Québec. Mais cette opération-là m'a aussi permis de mettre en place des soutiens financiers pour les personnes qui ont des problèmes d'employabilité. Je vous disais, la robotisation, la numérisation peut faire disparaître des emplois. Il y a des personnes qui vont bénéficier des services publics comme les prestations d'assurance-emploi, mais qui ont besoin pendant ces périodes-là d'être formées, d'être prises en main, accompagnées et réorientées dans d'autres secteurs. Puis on a mis en place ce qu'on appelle un autre programme qui vise à requalifier spécifiquement dans les technologies de l'information. Croyez-moi pas, ça, c'est immensément populaire. Les technologies de l'information, il y en a qui me disaient, ouais, mais Jean, tu sais, dans le manufacturier, entre autres, ils me disaient, ouais, mais Jean, c'est pourquoi ce secteur-là, puis pas le manufacturier, pas le commerce de détail, mais les technologies de l'information, je réponds tout le temps que c'est transversal. Peu importe le secteur d'activité de l'organisation ou de l'entreprise, les technologies de l'information sont manifestement utiles. Avant de compléter, je veux aussi dire que quand on parle d'humain, de rehaussement des compétences, de formation, requalification, une des méthodes que je privilégie beaucoup, c'est l'alternance entre le travail et les études. Pour les éducateurs, éducatrices à la petite enfance, pour des métiers professionnels, au niveau collégial, ça se développe énormément. Au niveau universitaire aussi, vous le savez, bien sûr, il y en a que c'est d'ailleurs systématique depuis un certain nombre d'années, mais il y a des cégeps, là, sans les identifier, qui sont dans le numérique, les technologies de l'information. Ils font des partenariats avec les entreprises. Les personnes peuvent étudier 3 jours par semaine, travailler 2 jours par semaine ou l'inverse. Ils bénéficient d'un soutien financier et ces programmes-là, ils connaissent aussi un succès extrêmement intéressant. Puis quand tu étudies, bien sûr, tu bénéficies de ton expérience de travail et quand tu travailles, bien sûr, tu as l'immense avantage de tes acquis au niveau académique. Évidemment, immigration, parce que je m'occupe d'emploi, puis je m'occupe aussi d'immigration. Je suis beaucoup en mode assouplissement,
des programmes d'immigration qui sont évidemment pour certains Québécois, pour d'autres relèvent d'Ottawa. Je veux que ce soit géré de façon efficace, mais ça va être important aussi de reconnaître les compétences. J'ai annoncé un plan à la fin de l'année dernière pour reconnaître les acquis et les compétences des personnes immigrantes qui arrivent ici, qui sont pas capables d'exercer un emploi qui est compatible avec leur cheminement académique. Mais il y a beaucoup à travailler. Là, on me fait signe que je suis au bout de ma période de temps. On a énormément de défis au Québec en emploi, en développement économique, en intégration, en accompagnement, en régionalisation, puis en accroissement de la vitalité du français ici au Québec. Moi, j'espère que à votre forum, vous aurez l'opportunité de faire un brainstorming qui est intéressant, stimulé par vos équipes, puis n'hésitez pas après ça à partager vos idées, vos conclusions avec moi. Ça me fera éminemment plaisir de le faire, puis j'espère que vos échanges seront fructueux. Puis j'aimerais ça encore une fois, Camille, je te vois apparaître, content de te rencontrer, donc de partager l'état de vos réflexions et vos conclusions. Alors, bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Boulay. Et oui, je vous confirme qu'on va vous partager le résultat de nos réflexions via notre livre blanc. Alors, restez à l'affût, c'est certain qu'on va vous partager ça. Merci d'être venu en direct aujourd'hui. Merci, Camille. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. C'est toujours un plaisir de travailler avec le ministre Boulay. Et maintenant, j'aimerais enchaîner avec la seconde allocution du jour. Alors, je donnerai la parole à Samuel Poulin, qui est député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre, volet jeunesse. Alors, bonjour, M. Poulin. Bonjour Camille, très content d'être avec vous. Vous me permettrez tout d'abord de saluer mon collègue et ami Jean Boulay avec qui vous venez d'échanger au cours des dernières secondes. C'est toujours un plaisir de travailler et de bâtir avec Jean. Évidemment, je veux vous saluer. Je ne suis pas à ma première participation, évidemment, aux activités du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Effectivement, c'est un partenaire très important pour notre gouvernement et pour le secrétariat à la jeunesse dont je m'occupe à titre d'adjoint parlementaire au premier ministre responsable des dossiers jeunesse. On aurait aimé tenir l'activité évidemment en présentiel, mais il faut garder le cap. Ce sera probablement le cas l'an prochain ou lors de futures activités du regroupement. Alors, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif, mais bravo pour l'organisation, bravo pour le travail que vous faites. Je veux saluer évidemment les gens qui sont à l'écoute aujourd'hui parce que pour plusieurs, ils sont en télétravail depuis plusieurs mois. Il faut le dire, hein, pour certains, ça fait leur affaire. Il n'y a aucun problème d'être en télétravail, alors que pour d'autres, ils souhaitent retourner en présentiel ou souhaitent le fait que justement que ces activités-là puissent se tenir de façon en présence. Alors, je veux les saluer de prendre le temps aujourd'hui de nous écouter, de nous entendre. Je vois la programmation qui est tout à fait exceptionnelle. Mais ce que vous faites aujourd'hui en étant assis devant votre écran d'ordinateur est important parce que vous participez de façon très active aux défis que nous avons au cours des prochains mois et des prochaines années au Québec. Les jeunes, plus que jamais, nous devons être des leaders positifs pour justement sortir, oui, non seulement de cette pandémie, mais l'après-pandémie. Qu'est-ce que l'on souhaite dans nos entreprises un peu partout à travers le Québec? Qu'est-ce qu'on souhaite amener également dans notre société? Et ces leaders positifs-là, se trouvent dans toutes les régions du Québec. Et on a un devoir, à travers nos différentes actions, de se projeter encore plus loin et de rayonner à l'intérieur de notre entourage. Vous êtes probablement des propriétaires d'entreprises ou encore des directeurs de ressources humaines ou simplement des gens qui sont très impliqués dans leur communauté et vous avez un rôle à jouer dans la feuille de route que l'on souhaite se donner. On parlait des défis que nous avions. Évidemment, et je le voyais à l'intérieur de vos priorités de discussion aujourd'hui, tout en ce qui a trait à la santé mentale. Et qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est performante? Et qu'est-ce qui fait également qu'une société performe? C'est aussi l'état de la santé mentale de sa population et de ses jeunes. Et moi, je crois qu'on est foncièrement, malgré les défis qui sont devant nous, on est foncièrement des gens de solutions, des gens qui souhaitent trouver des solutions ensemble. Et ça, c'est quelque chose d'important que nous allons faire aujourd'hui.
Évidemment aussi, dans les grands enjeux que nous avons, c'est de les imbriquer avec ce que notre génération souhaite. Vous savez, c'est nous qui a mis de l'avant de façon très active les enjeux environnementaux, l'empreinte écologique de nos entreprises, par exemple. De quelle façon on doit davantage se préoccuper de l'environnement dans notre société. Et ça, je pense qu'on a aussi un rôle à jouer. Ça stimule vos employés, ça stimule les jeunes dans nos régions. J'ai présenté un plan pour la jeunesse québécoise jusqu'en 2024. Et j'ai fait intégrer à l'intérieur un volet pour l'environnement, pour accueillir des projets dans différents domaines et se dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Oui, évidemment, dans le milieu scolaire, dans nos écoles, mais également dans nos entreprises. Et ça stimule, je le répète, vos employés qui sont préoccupés par les enjeux environnementaux de dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on doit faire de plus pour justement réduire notre empreinte écologique. Évidemment, l'emploi, la formation, et Jean vient d'en parler tout à l'heure, on a une multitude de programmes, il faut mieux les faire connaître, on en est conscient. On a également créé Accès Entreprise dans toutes les MRC du Québec avec des ressources, des fois à l'intérieur des MRC, des fois à l'intérieur des CLD, pour justement connaître tous les programmes qui sont disponibles pour les petites et moyennes entreprises au Québec. Mais évidemment, que la requalification, mais aussi de trouver des nouvelles passions pour nos jeunes. Et ça, c'est important. Parce que trop souvent, des jeunes qui terminent en secondaire 5 ne savent pas ce qu'ils veulent faire au cégep ou à l'université. Alors, le fait que l'on fait des stages de plus en plus en entreprise, que l'on fait des visites, et moi, je vous invite très tôt à entrer en contact avec vos écoles secondaires et à vous faire connaître auprès d'eux, que ce soit dans le secteur manufacturier, entre autres, ou dans plein d'autres secteurs, pour participer aux journées carrières, pour bien positionner votre entreprise auprès de ces jeunes-là, ne serait-ce pour qu'ils trouvent leur passion. Parce que les passions, là, c'est ce qui nous amène plus loin. Si vous êtes connectés aujourd'hui, là, c'est parce que vous êtes des gens passionnés, déjà parfois depuis plusieurs années d'un sujet. Et la passion, ça nous aide parfois dans des moments difficiles comme nous vivons avec la COVID-19, mais aussi à se surpasser, à se projeter dans l'avenir. Et ça, je pense que c'est aussi extrêmement important. Je veux vous parler, bien évidemment, aussi des différents défis des régions du Québec, parce que vous êtes dans différentes régions du Québec. Évidemment, on a des gens qui sont du côté de la métropole, des gens qui sont du côté de la capitale nationale, mais dans les régions, on a aussi des défis importants de positionnement. Depuis que nous sommes en fonction, on investit énormément dans nos infrastructures, que ce soit en santé, que ce soit en éducation, que ce soit sur nos routes, que ce soit également dans l'aide aux entreprises. Le premier ministre annoncera aujourd'hui même des zones d'innovation dans des régions du Québec pour justement travailler le maillage entre le secteur universitaire et tous les investissements que l'on fait dans le savoir et de s'assurer que ça puisse se transmettre directement dans vos entreprises. Et ça, il faut le faire plus en matière d'innovation pour justement trouver des idées ensemble pour que le Québec soit un leader parce que le Québec, on aime ça aussi être cité à l'international. On n'est pas toujours obligé de dire que c'est meilleur dans tel pays ou meilleur dans telle province. On a le droit au Québec d'être des leaders, on a le droit d'être fiers, on a le droit d'être passionnés. Alors, ces zones d'innovation-là que le premier ministre annoncera, il sera du côté de Sherbrooke, c'est important pour la suite des choses. C'est important parce que ça vous permet, dans les différentes régions du Québec, d'aussi se développer et d'arriver avec des nouvelles idées. Et ces nouvelles idées-là qui se développeront, ce sera, oui, le Bombardier de demain. Ce sera les grandes entreprises, le Cascade que vous connaissez éventuellement, parce que on aura créé avec vous, avec les jeunes du Québec, des entreprises un petit peu partout. Et on ne dira jamais assez. Moi, je finance le concours québécois en entrepreneuriat. Puis on en fait beaucoup pour encourager les jeunes à entreprendre, mais il en faut encore plus d'entrepreneurs au Québec. Puis on sait que ça prend du courage. Puis on sait que c'est pas facile. Puis on le sait que ça prend énormément de détermination. Mais il faut pas lâcher. On n'a pas le droit. Les gens s'appuient sur nous pour faire davantage de jeunes entrepreneurs à travers le Québec. Et pour ça, ça prend, oui, des idées. Puis une idée, là, souvent, là, les gens l'ont dans leur veston depuis plusieurs années ou encore dans leur tiroir. Nous, au gouvernement du Québec, on les veut, vos idées. On les veut sur LinkedIn. On veut vous référer aux bonnes personnes. On veut que des emplois, oui, on souhaite créer des emplois de qualité, évidemment, parce qu'on est périn. On veut que les jeunes au Québec créent aussi des emplois qui soient de 0 à 10 employés ou même plus,
parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on va aussi assurer la vitalité de notre territoire. Puis maintenant, on peut créer des emplois dans toutes les régions du Québec avec le télétravail. On peut le faire aussi. C'est pas juste de dire je crée une entreprise, oui, effectivement, dans des parcs industriels, dans des zones d'innovation et tout, mais on peut le faire de façon beaucoup plus créative et de façon beaucoup plus différente. Et c'est ça qui est agréable. Puis ça amène aussi des avantages au niveau de la rareté de main-d'œuvre parce que vous pouvez maintenant recruter des gens en Gaspésie avec le télétravail à l'intérieur de votre entreprise. Parce qu'il y a eu des côtés positifs à la pandémie. On les voit pas tous aujourd'hui comme ça, mais il y a eu des points positifs qui ont été reliés à la pandémie. Mais c'est à nous de saisir ces opportunités-là. Puis c'est à nous, comme gouvernement, de s'inspirer de vous aujourd'hui, de s'inspirer de vos idées, de vos projets, pour se dire, est-ce que oui, on va dans la bonne direction? Parce que nous, on n'a pas peur de se réajuster. On n'a pas peur de dire qu'il faut continuer d'être à l'écoute pour les jeunes du Québec. Parce que moi, je le dis souvent, on n'est pas juste l'avenir. On est le présent. Sans nous, là, le Québec d'aujourd'hui ne serait pas le même. Le Québec d'aujourd'hui, sans ces jeunes, ne serait pas aussi performant. On ne pourrait pas annoncer aujourd'hui des zones d'innovation sans les jeunes du Québec. Puis le regroupement des jeunes chambres de commerce, ce que vous faites à l'intérieur de vos jeunes chambres, moi, ça m'inspire, puis ça inspire l'ensemble des membres de notre gouvernement. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous et surtout à nous partager vos idées. Alors, je crois que mon temps est parti et complet, à moins qu'il me reste un peu de temps, mais je peux continuer pendant des heures. Bien, c'est un sujet tellement fertile, mon Dieu, donc je comprends, puis vous en parlez tellement avec passion. Alors, un grand merci, Monsieur Poulain. On adore collaborer avec vous là, pour tous nos projets. Là, vraiment, on vous remercie. Merci et bons travaux aujourd'hui. Merci beaucoup et à très bientôt, j'en suis certaine. Alors, je passe donc la parole, je lui relance la balle donc à Pierre Graff. Rebonjour, Pierre. Oui, salut Camille. Écoute, merci Monsieur le ministre, merci Monsieur le député. Deux messages importants qu'ils ont passés, la passion et l'engagement qui, à la base, ne veut pas des jeunes chambres et du travail que font les bénévoles pour faire que nos organisations sont les leaders de leur tissu économique et social local. Donc ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est que votre voix, à travers le FERA, peut être entendue. Donc, participez. Je vous invite vraiment à poser des questions dans le chat, à échanger. Et dès que possible, on va prendre les questions que vous avez. Ça va nourrir les échanges et ça va vraiment nourrir aussi le fameux livre blanc qu'on va rédiger. Parce que ce livre blanc que l'on va développer sur les 2 prochaines semaines va vraiment nous aider à amener des pistes de solutions, à donner des bonnes directions au gouvernement, à leur faire des suggestions qui seront à la base de changements pour notre société et évidemment faire entendre la voix des jeunes gens d'affaires. Et maintenant, quoi de mieux pour partir justement ce FERA, ce forum économique sur le marché du travail qu'une présidence d'honneur avec un expert du domaine. J'ai nommé le directeur du Centre Services RH et de la Sécurité corporative d'Hydro-Québec, M. Dominique Roy. Bonjour Dominique, comment vas-tu? Bonjour Pierre, bien, je vais très bien. Merci beaucoup de m'accueillir ce matin. Si tu permets, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde qui nous écoute depuis la maison. Hydro-Québec est très fier, encore une fois, cette année de s'associer à notre bel événement annuel. Ça fait 3 ans qu'on assure la présidence d'honneur. Donc, je suis très fier d'être avec vous ce matin. On a un beau plan pour la journée. Donc, très heureux d'avoir notre échange avec toi ce matin, Pierre, et très content de faire partie de cette belle journée avec tout le monde. Écoute, j'adore ton enthousiasme. Puis écoute, je voulais commencer par te présenter parce que tu as eu une riche carrière, puis tu parles de la fidélité d'Hydro-Québec comme partenaire, mais toi aussi, tu as été un employeur exemplaire, 20 ans. Chez Hydro-Québec, avec de nombreux services pour lesquels tu as évolué, santé, sécurité, acquisition de talent, relations de travail, bref, un riche parcours qui te permet d'avoir une vision 360 du marché du travail. Et je pense que ça va être vraiment utile, évidemment, ce matin, parce qu'ensemble, on va mettre la table pour nos 3 thématiques ensemble. Et pour avoir discuté un peu, pour les gens qui ne le savent pas, évidemment, on s'est rencontrés un peu avant pour préparer notre discussion.
Et tu m'as vraiment parlé d'expérientiel, du leadership au féminin, de votre présidente chez Hydro et plein d'autres choses que vous faites vraiment pour prendre soin de vos employés. Donc, j'ai vraiment hâte d'en jaser. Es-tu prêt? Eh bien, absolument. Go! Génial. Écoute, je commencerai avec une question générale parce que je voulais savoir ce que tu avais constaté au niveau des besoins des jeunes, vraiment sur le terrain, au travail, parce qu'il existe de nombreux enjeux. Donc, que peux-tu me dire là-dessus? Oui, je dirais d'abord, les gens aujourd'hui, les jeunes aussi, ont besoin d'abord et avant tout d'être écoutés et d'être entendus. Je dirais, les 2 dernières années, on le sait, là, la vie au travail a radicalement changé. Puis moi, je regarde chez nous, on avait l'habitude de sonder nos employés sur une base annuelle pour voir un petit peu là, comment le travail se passait, comment ils percevaient l'entreprise et les défis. Ben, nous, depuis 2 ans, on a instauré un mécanisme de consultation de nos employés beaucoup plus fréquent. On le fait sur une base trimestrielle, dans un objectif très simple, c'est de nous ajuster à comment nos gens vivent, je dirais, la pandémie, le travail sur le terrain. Donc, d'abord, les gens doivent être écoutés. Les gens s'attendent à de la bienveillance de la part de leurs employeurs. Donc, quand je dis les écouter, ben, c'est aussi d'être capable de faire preuve de bienveillance. Puis, je donne un exemple très concret. Là. Je suis convaincu que tout le monde est pas mal là-dedans. Là, le télétravail. Les gens nous l'ont demandé très rapidement au moment du lancement de la pandémie, il y a 2 ans. Puis une petite anecdote rapide, là, moi je peux vous dire que il y a à peu près 24-25 mois chez Hydro-Québec, on avait des discussions sur le télétravail et il y avait beaucoup de réserves dans l'organisation à élargir le télétravail. Et je peux vous dire que les événements nous ont forcés à nous ajuster très rapidement. Par exemple, nos centres d'appel, c'est quelque chose qu'on pensait impossible au niveau technologique de vraiment ramener tout le monde à la maison. On a plusieurs centaines d'employés qui sont dans nos centres d'appel d'Hydro-Québec. Et très rapidement, quand la pandémie s'est lancée, on a ramené tout le monde à la maison. Et depuis 2 ans, ces gens-là sont à la maison. Donc, je dis d'écouter nos gens, d'être bienveillants à leur égard. Puis je dirais 2 autres éléments. Je pense qu'il faut leur assurer une certaine prévisibilité. Je pense que les gens, dans les dernières années, là, ça manque beaucoup de voir une certaine prévisibilité. Déjà, chez nous, on réfléchit à un plan de match de retour. Hein. On espère, comme tout le monde, que cette pandémie-là va se tasser tranquillement, pas vite, et qu'on va pouvoir revenir à une certaine normalité. Mais nos employés nous disent, quand on va prévoir une forme de retour, on aimerait qu'Hydro-Québec nous préviennent un peu d'avance. On a ajusté nos vies depuis 2 ans, on a pris des engagements, on s'est peut-être installé au chalet, plus loin des grands centres. Donc, quand Hydro-Québec va prévoir un retour, on aimerait avoir une prévisibilité. Donc, nous, on a déjà pris des engagements avec nos gens que quand on va revenir, ça ne se fera pas comme un seul coup, un choc. On va leur donner un espace-temps assez important pour ajuster leur vie, pour prévoir un certain retour. Et un autre élément, je dirais qu'on est à l'écoute beaucoup chez nous, c'est qu'on sent que les gens, il y a une certaine perte de contrôle sur les événements depuis 2 ans. Et on essaie chez nous de trouver des manières de leur permettre de reprendre un certain contrôle. Puis, quand je disais tantôt, écouter et être bienveillant, pour nous, c'est cet axe-là, d'avoir une certaine vue, un certain contrôle sur les événements. Donc, quand on va revenir au travail, au début, on réfléchissait à un plan de match avec un carcan très serré. Puis je peux vous dire que nos échanges dans les derniers mois fait en sorte qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus flexible, beaucoup moins, au début, on disait, on va revenir 2 jours semaine, 3 jours semaine, puis on va faire ça, on va faire ça. Puis les échanges avec nos employés, les représentants de nos employés nous amenaient à nous dire, wow, on va s'ajuster, on va faire quelque chose qui fait du sens en termes de retour, qu'il va falloir probablement moduler aux différents milieux de travail et donner un certain contrôle aux employés sur le retour. Bref, notre retour se fera évidemment en mode hybride, mais où on va être constamment à l'écoute de nos employés. On va constamment vouloir prévoir des ajustements. Puis ça, c'est clair que nos employés nous l'ont dit, là, ceux qui ont été en télétravail, ils vont vouloir le poursuivre. Fait que c'est clair que comme employeur, comme tous les autres, on va devoir nous ajuster en temps réel à notre monde pour pouvoir justement nous assurer que ces gens-là demeurent fiers, engagés à travailler avec nous. Et puis, je vous dirais, si je continue sur le télétravail, un défi
qu'on va avoir. Tu sais, les gens sont chez eux depuis 2 ans maintenant et on se questionne, nous, présentement, sur quand on va les ramener. On va les écouter, comme je le disais tantôt. C'est qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va rendre le retour au travail? Comment on va rendre ça intéressant? Comment on va rendre ça passionnant? Parce que c'est sûr que les gens nous disent déjà, tu sais, moi, là, je veux pas faire ce que je fais chez moi, puis me retaper 1 heure de transport pour aller faire au centre-ville de Montréal, de Québec ou autre, ce que je fais chez moi. Donc, le défi qu'on va avoir comme organisation, puis je suis convaincu que c'est la même chose pour vous à la maison, là, que vous réfléchissez, c'est comment on va rendre le travail intéressant. Puis c'est sûr que déjà, on sait que le retour va s'articuler autour de journées où on va faire des rencontres d'équipe, on va faire des stand-up meetings, ça va être axé sur un travail en collégialité. Puis on essaie déjà de réfléchir, des journées où on va être au travail, de faire des petits happenings. Ça peut être juste de dire, ben cette journée-là, la gang, sur l'heure du dîner, ben on va sortir, on va aller marcher, on va aller courir, on va se faire un petit tournoi de jeux vidéo sur l'heure du midi. Ce matin-là, on va faire une dégustation de café. C'est des exemples très, 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 très de base que je vous donne, mais on va essayer de trouver des façons, parce que chez nous, à Hydro, on a à peu près la moitié de nos employés, donc 10 000 employés, qui vont être dans une situation là, de retour progressif dans les prochains mois. Donc, ça vous donne une idée là, de ce qu'on veut faire pour prendre soin de nos gens, de leur santé. Fait en gros, là, c'est le principal défi qu'on va essayer auquel on va essayer de répondre, je dirais, Pierre, là, dans les prochains mois. Écoute, je pense que tu vas le relever avec brio. Puis je voudrais pas vendre de punch, mais tu as cité la flexibilité, l'expérientiel, la bienveillance, la proximité. Puis c'est des choses qui ressortent très fort dans nos sondages que je vais présenter à 13h pour mon panel avec Philippe Léger. Donc écoute, je pense que tu es définitivement sur la bonne voie et tu dois être tout qu'un bon boss. Maintenant, on parlait de télétravail. Il y a évidemment d'autres enjeux, que ce soit par rapport à l'horaire, l'hyperconnectivité. Quelles sont pour toi les conditions qui permettraient vraiment aux employés d'être satisfaits dans leur environnement, à la maison, en télétravail, tout en gardant cette excellence au quotidien? Ben, tu soulèves un très bon point, Pierre, parce que le télétravail a amené plein de bénéfices, on en a parlé tantôt, puis les gens, on le sait, ils aiment ça pour la majorité, puis ils veulent demeurer en télétravail. Par contre, ce qu'on s'est trouvé à faire, c'est qu'on a amené le bureau à la maison. Et on a fourni plein d'outils aux gens pour les rejoindre pratiquement en tout temps. Avant ça, quand on quittait le bureau, il y avait une période de déconnexion. On écoutait la radio, on retournait nos appels de fin de journée, puis on arrivait à la maison, puis somme toute, on était disposés à la vie à la maison, à nos familles, à nos conjoints. C'est clair que chez nous, on a mis en place des mécanismes pour s'assurer que les gens puissent faire cette déconnexion-là. Puis je vais vous donner quelques exemples très, très concrets. Tantôt, je parlais de bienveillance. Bien, très rapidement, nous, dans l'entreprise, on a décrété une journée mensuelle, pas de réunion. Et ça va, là, je dirais, de Sophie Brochu, tantôt on a parlé de Sophie, là, de comité de direction d'entreprise jusqu'aux employés, je dirais, sur le terrain. Il y a une journée par mois, là, il n'y en a pas de réunion. C'est une journée où on prend le temps. Avant ça, on faisait le tour sur les étages, puis on avait des jases informelles avec les employés. Fait que c'est ce qu'on essaie de reprovoquer. Donc, on se présente sur le terrain pour voir nos employés. On appelle, on se fait des petits cafés virtuels avec des gens avec qui on n'est pas au quotidien. Donc, ça, c'est un exemple qu'on a instauré, nous, l'année dernière. C'est la journée mensuelle, pas de réunion. Puis c'est une journée où, évidemment, oui, on prend le temps de faire des courriels, mais aussi on prend le temps de reconnecter avec notre monde, pas tant sur des dossiers, mais d'avoir des échanges plus informels. On va parler de droit à la déconnexion. C'est un sujet qui est de plus en plus fort. Je peux vous dire, chez nous, on a le respect de cet aspect-là dans l'entreprise. Je dirais, on a aussi des périodes qui sont maintenant prévues, là, où les gens ont une certaine latitude. Les matins, les soirs, on a appelé ça, là, dans notre jargon hydro-québécois, là, des plages fixes, des plages mobiles. Bon, il y a des plages fixes où tout le monde doit être à peu près au travail, mais il y a des plages mobiles où les gens ont la latitude d'être rebranchés ou non. Puis ça s'étend le matin là, jusqu'à 9h, 9h30, puis en fin de journée, ça commence à partir de 15h30, 16h, pour permettre aux gens, sans se sentir coupables et mal, de pouvoir dire, là, c'est un temps qui est plus pour moi, réservé à moi, pour justement faire des courriels, retourner des appels. Fait que ça, c'est le défi
des employeurs de pouvoir avoir cette écoute-là. Parce que je me répète, là, on a amené le bureau à la maison. Fait que c'est important d'avoir la sensibilité de dire, ben, comment on assure une coupure pour que nos gens vraiment là, gardent une certaine santé mentale. Puis, je vais me permettre de faire un autre point sur la santé mentale, Pierre. Puis tantôt, je parlais d'écoute puis de bienveillance. Moi, je peux vous dire, chez nous, on a constaté qu'au fur et à mesure des confinements, on a quelques vagues de confinement, on constate chez nous, de par exemple, on a des centres d'appel internes. Moi, je gère le centre d'appel ressources humaines, c'est un exemple. Des rehaussements de l'agressivité chez nos employés dans ces phases-là. C'est des phases où les gens, on sent là, qu'ils sont en fleur de peau. Fait qu'on a instauré, par exemple, des mécanismes où on interpelle nos gestionnaires, nos employés qui peuvent des fois être agressifs dans le ton, dans les appels à l'interne. Puis on ne le fait pas pour leur taper sur la tête. On ne veut vraiment pas faire ça comme ça. On le fait avec les gens des équipes santé, bien-être chez nous. Puis on les réinterpelle pour voir ça va-tu, ça va pas aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour t'aider? Est-ce qu'il y a de l'aide qu'on peut t'offrir? Puis ça, ben, quand je disais qu'il faut être à l'affût, il faut être bienveillant, ben, c'est un autre exemple que je voulais vous donner, là, qu'on constate très clairement avec les vagues malheureusement de confinement, déconfinement que l'on vit tous là. Ben, écoute, je te remercie vraiment pour ça, Dominique, parce que des exemples concrets comme ça, je pense, permettront à beaucoup d'entreprises, beaucoup de gestionnaires de comprendre en fait qu'il existe des solutions si jamais ils sont coincés et qu'ils n'en ont pas, parce que je pense que c'est applicable dès demain. Et c'est vraiment aussi le but du FERA. Je voudrais juste qu'on revienne sur la santé mentale parce que tu en as parlé, puis je sais qu'on avait un peu la même vision au niveau peut-être de l'altruisme dont on a besoin aujourd'hui en raison de ce qui se passe notamment aussi dans la réalité des gestionnaires avec le contexte des 24 derniers mois. Peux-tu m'en dire un peu plus? Ben oui, tantôt, je vous ai parlé de faire un happening. Tu sais, quand on réfléchissait à dire, ben quand nos gens vont revenir au travail, c'est important de faire un happening de ces journées-là. Le premier réflexe qu'on a eu, ça a été de dire, ben c'est nos gestionnaires. Nos gestionnaires vont, excusez l'expression, vont être, je dirais, les géos. Pour stimuler l'accueil, bon, pour faire des happenings, des journées, le fun, des journées où on va, des journées thématiques. Puis rapidement, on s'est dit, non, on ne peut pas juste mettre ça sur l'épaule des gestionnaires. Ces gens-là, dans les 24 derniers mois, ont fait des tâches titanesques. Ils ont participé à mettre des flèches dans tous les bâtiments de l'entreprise, à développer des marques dans les différents bâtiments, à appeler quotidiennement les employés pour voir comment ils allaient. Donc, on leur en a demandé énormément, vraiment beaucoup. Et l'association avec qui on travaille chez nous pour les cadres nous le disent. Donc, ce qu'on a décidé de faire, encore là, un exemple concret, ben, on a développé un réseau de champions. Donc, quand je disais on sondait nos employés, ben, on était à même de constater qu'il y avait à peu près un 30% de gens là, qui n'en peuvent plus d'être à la maison et qui veulent revenir au travail et qui veulent s'impliquer dans le retour dans les bureaux. Donc, ce qu'on a fait, ben, on a créé ce réseau de champions-là qu'on va utiliser plus que nos gestionnaires et en complément de nos gestionnaires pour, je dirais, stimuler le retour, pour provoquer des événements. Quand je disais faire des happenings, excusez le terme anglophone, mais c'est pour prévoir des journées thématiques. Fait qu'on va utiliser notre réseau de champions de sorte à diminuer la pression sur nos cadres. Puis, à ça, je peux vous dire qu'on a lancé un programme qui est vraiment bien, là, et on est rendu à notre 6e cohorte. On essaye d'injecter à petite dose des nouveaux gestionnaires, des forces vives, des forces jeunes. Puis là, je sais qu'on est avec les jeunes chambres de commerce du Québec. Fait que c'est un autre programme qu'on a lancé. C'est vraiment, on essaie d'aller chercher des jeunes professionnels, des jeunes diplômés, soit en génie, soit en administration, annuellement, pour en faire des futurs gestionnaires dans l'entreprise. On en recrute entre 5 et 10 par année. Puis c'est un programme très encadré. Là. Pendant 18 mois, ils accompagnent des cadres dans l'entreprise. Et déjà, là, quand on les embauche, ils sont pris là, avec nous là, sur un poste qu'on dit permanent. Fait qu'on vraiment, on se commet comme entreprise. Et puis, on les intègre pendant 18 mois. On les promène dans l'organisation. Ils accompagnent des cadres où on sait qu'on a des enjeux de main-d'œuvre à venir. Puis on sait où, des fois, on a des enjeux de gestion. Fait qu'ils accompagnent ces cadres-là de sorte à les décharger un petit peu, mais aussi pour nous, de créer
je dirais, des histoires d'amour, si je peux me permettre, pour avoir des jeunes gestionnaires dynamiques et qu'après ça, bien évidemment, on les garde avec nous, on leur offre des emplois. Puis je vous dirais, depuis quelques années, là, on est rendu à 30-40 gestionnaires qu'on a intégrés dans l'entreprise, qui ont plus des compétences soft, moins techniques, parce qu'on a besoin de ça, puis encore plus que jamais dans la pandémie que l'on vit, que l'on subit présentement. Fait que c'est un autre exemple qu'on fait pour accompagner nos cadres concrètement. Puis je te remercie, Dominique. Oui. D'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je disais que tu donnais des exemples, mais c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui peuvent s'appliquer aussi bien dans une grande structure que dans une petite structure. Donc, je pense vraiment que ça peut... Absolument, Pierre. Puis, que ce soit des journées sans rencontre, des périodes prévues où il n'y a pas de réunion, d'utiliser nos champions. On en a tous dans nos équipes, des gens qui sont plus motivés, plus engagés. Qu'on soit dans une boîte de 20 000 comme la mienne, qu'on soit dans une PME de 50, 60 employés, pour moi, c'est très applicable dans une organisation de plus petite taille. Fait que, les exemples, je pense que je vous partage, quand je dis on fait des grands sondages, mais ça se fait, il y a toutes sortes de technologies qui existent aujourd'hui pour le faire vraiment dans de plus petites organisations. Fait. Et je peux vous dire, tout ça tourne autour, on ne se le cache pas, de comprendre l'humain, de l'écouter, d'être bienveillant par rapport à ce qu'il vit présentement. Puis ça assure quoi? Ben, ça assure des gens plus performants, plus engagés. Puis nous, on le voit, là, nos gens là, nous le disent. Ils sont fiers de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Puis ça, comme je dirais, le hasard fait bien les choses. La semaine dernière, pour ceux peut-être qui ont suivi l'actualité hydro-québécoise, bien, Forbes, la revue Forbes, qui est une revue quand même bien connue, a sorti son palmarès des meilleurs employeurs du Canada. Puis Hydro-Québec est sorti première. Puis ça, bien, on en est bien fiers. Ça faisait quelques années là, qu'on était dans les premiers, mais cette année, on est sorti premier. Puis c'est pas banal, c'est 300 entreprises de 25 secteurs d'activité. Forbes a sondé près de 10 000 employés à travers le Canada et Hydro est sorti bonne première. Alors, on est fiers. Puis ce qu'elle nous dit pour nous, c'est que les gestes qu'on pose au quotidien puis les exemples que je vous ai donnés, bien, ils sont bien reçus, ils sont bien perçus. Et les gens le reconnaissent, nos employés le reconnaissent. Ils sont fiers de travailler chez nous. Donc, on est extrêmement fiers et reconnaissants de ce prix-là qu'on a reçu la semaine dernière. Donc, c'est un hasard, mais c'est un beau hasard. Félicitations, c'est entièrement mérité, Dominique. Puis je suis persuadé que ton travail y contribue grandement. D'ailleurs, tu parlais de champions. Je voulais saluer mes champions parce qu'au regroupement, on est une petite équipe, tissu serré, 8 personnes à temps plein. Puis ce sont mes joueurs étoiles à moi. Je les aime, donc je les salue. Merci à tous derrière votre écran et à Camille, qui n'est pas trop loin de moi d'ailleurs, qui est aussi toute qu'une superstar. Maintenant, j'aimerais passer à notre bloc 2 parce que le temps file et parler un peu de l'authenticité, de l'attractivité. On parlait beaucoup de valeurs, puis on s'est rendu compte vraiment que les entreprises affichaient en grand leurs valeurs. Nous, on est très ESG, on est très EDI, on est authentique, peu importe les qualificatifs. Par contre, les bottines ne suivent pas toujours les babines. Donc, pour toi, est-ce que se reconnaître dans l'entreprise, surtout pour un jeune professionnel, c'est important dans l'entreprise pour laquelle il travaille? Bien, excellente question, Pierre. Pendant des années, je pense que, je vais dire, là, un bon salaire, des bons avantages, un bon fonds de pension, ça pouvait combler une majorité, je dirais, de candidats. Aujourd'hui, ça prend pas mal plus que ça. Puis, tu sais, il y a le sondage que vous avez d'ailleurs fait qui l'exprime très clairement. Puis, c'est ce qu'on dénote, nous, quand on recrute. Les gens doivent s'attendre à pas mal plus que ça d'un employeur. Donc, un bon salaire, c'est toujours important. Des bons avantages, c'est toujours important. Des horaires, un télétravail, c'est important. Mais plus loin que ça, c'est est-ce que l'organisation pour laquelle je vais aller travailler partage mes valeurs? Est-ce que l'organisation pour laquelle je vais travailler fait du bien dans le milieu où elle est? Donc, je peux vous dire, chez nous, à Hydro, là, on a articulé notre marque employeur, puis on est tout excités parce qu'on va la formaliser dans les prochains mois, mais on est en train d'y travailler, bien entendu, autour de grands thèmes qui, pour nous, nous identifient et on est fiers de ça. Je vais vous donner un exemple. L'EDI, tu as parlé de l'EDI, Pierre, donc, pour ceux là, qui sont peut-être moins familiers, c'est l'équité, la diversité et l'inclusion.
C'est une valeur importante dans notre entreprise. On a une PDG, Sophie Brochu, qui porte ça très fort, même publiquement. Donc, on a, puis tu sais, l'EDI, là, c'est très large. Alors, Hydro a lancé plusieurs initiatives dans les dernières années pour vraiment faire refléter cette valeur-là que l'on veut porter concrètement et qui rallie nos employés. Je vais vous donner un exemple. Tantôt, M. le ministre Boulay parlait là, de la main-d'œuvre. C'est un enjeu d'attirer de la main-d'œuvre. Donc, par exemple, la main-d'œuvre étrangère. On a, nous, un programme, on est rendu à une 10e cohorte. C'est un programme d'intégration des nouveaux arrivants. Donc, on donne une première chance, un premier emploi à des gens qui sont arrivés au Québec dernièrement. Ça dure 6 mois, l'arrivée chez nous. Ça permet à ces gens-là d'aller mettre dans un CV vraiment un premier emploi dans une organisation reconnue au Québec. Souvent, ça leur donne le petit coup de pouce nécessaire pour se replacer. Il y en a plusieurs qui restent chez nous, puis c'est tant mieux, puis on en est bien fiers, mais ça permet aussi des fois à ces gens-là de se retrouver un emploi ailleurs au Québec. Puis c'est souvent un référentiel de dire, OK, vous avez travaillé 6 mois chez Hydro-Québec dans tel domaine, ça les aide. Donc, c'est ce qu'on appelle le PINA, le programme d'intégration des nouveaux arrivants. C'est un exemple de ce que l'on fait. Aussi, on intègre depuis 2017 à chaque année des employés, des gens qui sont sous forme de handicap. Donc, des gens encore là pour qui l'accès à l'emploi est des fois plus difficile. Donc, depuis 2017, on fait des cohortes de gens qu'on embauche avec des handicaps, par exemple. L'EFEA, ben, je ne pourrais pas ne pas vous parler de l'EFEA. Là. Sophie, chez nous, là, est une porteuse de l'EFEA. Donc, a pour ambition briser le plafond de verre pour les femmes, donc permettre à un nombre significatif d'employés, on parle de 200 employés d'Hydro-Québec, 200 femmes, évidemment, qui ont fait le programme de l'EFEA et qui vise à permettre à nos femmes vraiment de briser le plafond de verre et d'accéder aux postes de direction, de gestion, d'exécutif dans l'organisation. Une autre communauté avec laquelle on prend beaucoup de soin, c'est les communautés autochtones. Vous savez, Hydro-Québec, on est présent sur plusieurs territoires qui appartiennent ou qui, de façon, dans le passé, étaient occupés par les nations autochtones. Donc, on a un groupe complet qui assure une liaison avec les communautés autochtones, qui s'assure d'essayer de faire des ententes gagnant-gagnant avec ces communautés-là. Puis je peux vous dire, avec Sophie, là, depuis 2 ans, on a un ton beaucoup plus ouvert, beaucoup plus conciliant avec les communautés. On essaie de faire des ententes plus gagnantes dans les développements, dans nos projets d'infrastructure. Alors, ça, les gens se reconnaissent dans l'EDI. Puis je pourrais vous donner d'autres exemples. Par exemple, l'environnement, les changements climatiques. C'est sûr qu'on va mettre comme entreprise de l'avant le produit qu'on a à offrir, qui sert, on le souhaite, à décarboner non seulement le Québec, mais l'Amérique du Nord, que ce soit dans les transports électriques, mais aussi en exportant notre énergie dans le nord-est des États-Unis, histoire d'y chasser les énergies fossiles et d'améliorer, je dirais, la santé de notre planète. Puis finalement, une autre valeur qu'on met de l'avant comme entreprise, puis nous, c'est très noble, bien, tout l'argent qu'on fait, tous les profits qu'on fait, bien, ils retournent à la collectivité. Puis souvent, je le dis, moi, à mes employés, parce que des fois, les gens s'offusquent parce que, bon, on ne comble pas un emploi, parce qu'on ne donne pas une augmentation. Puis moi, je dis toujours, ben moi, je suis quand même fier. L'argent que je ne dépense pas dans une année, là, ça s'en va dans nos écoles, ça s'en va dans nos CPE, ça s'en va dans nos routes, dans nos hôpitaux. Fait que ça, c'est sûr que je vous donne 3-4 exemples d'éléments qu'on va articuler autour de notre marque employeur, puis pour lesquels nous, on est très fiers, puis qui nous sert, nous, comme employeurs, c'est clair, à nous distinguer. Alors, je suis convaincu que les gens qui nous écoutent, ben, vous réfléchissez, là, quels éléments vous permettent de vous distinguer. Je vous ai donné les nôtres qu'on met de l'avant. Voilà. Ben, écoute, c'est déjà beaucoup, Dominique, puis ça nous parle énormément, puisque ce sont des valeurs que le regroupement incarne profondément. On a fait énormément, je pense, dans les dernières années pour ça. Et j'en profite aussi pour saluer, parce que c'est quand même une première au Québec, tous nos jeunes entrepreneurs des communautés autochtones qui participent à notre cohorte Entreprendre ensemble et qui sont certainement également derrière leur écran, je l'espère, pour participer à la réflexion aujourd'hui. Le temps file, donc je vais passer directement à notre 3e thématique, Dominique, avec une question. Comment les milieux d'entreprise et aussi les petites entreprises, parce qu'on sait qu'elles n'ont pas les mêmes moyens que les grandes entreprises, peuvent alimenter vraiment une culture de cybersécurité et de technologie au sein de leur entreprise? Oui. Puis ça, là, tu fais appel à mon chapeau de la sécurité corporative, Pierre, à Hydro. C'est un défi colossal pour tout le monde. Puis c'est clair qu'à mes yeux,
l'enjeu de la cybersécurité doit être calibré en fonction de l'organisation dans laquelle on est et des risques qui y sont associés. C'est sûr que, je vais donner nous notre exemple, mais c'est sûr qu'on a un service essentiel à la population. On est une grande entreprise et on a des obligations, je dirais, légales de livrer de l'électricité aux Québécois. On est un actif stratégique de l'État. C'est sûr que nous, on y met des sommes importantes, significatives, parce que, bien évidemment, la population n'apprécierait pas qu'on prend ça à la légère. On a beaucoup d'informations aussi pour nos clients, de l'information, je dirais, personnelle, nominative, précieuse. Donc, on investit des sommes importantes. Maintenant, je suis conscient que toutes les PME n'ont pas nécessairement accès à des ressources aussi importantes, mais n'ont peut-être pas des enjeux aussi significatifs que les nôtres à protéger. Mais tu sais, je vous dirais, nous, ce qu'on regarde, là, la grande majorité des brèches que l'on voit quotidiennement chez Hydro-Québec, c'est du comportemental, puis c'est nos employés. Puis ça ne coûte pas des millions, ça ne coûte pas une fortune de sensibiliser, d'informer, de conscientiser nos employés. Puis moi, je suis sur un comité, là, puis hebdomadairement, on fait le tour des brèches dans l'entreprise, puis je vous le dis, 80% c'est du comportemental, puis c'est de nos employés qui vont, excusez l'expression anglophone, downloader des logiciels, de l'information, qui vont exfiltrer des données sur leurs ordinateurs, etc. Puis ça, là, c'est pas à coup de grandes sommes d'argent qu'on adresse ça, c'est à coup de communication, de sensibilisation. Puis on le voit, là, je dirais, on est parti à une certaine époque où il y en avait beaucoup dans l'organisation, puis aujourd'hui, là, c'est rendu marginal. Alors oui, on tend à séparer le réseau électrique, bureautique, puis on investit beaucoup de sous, mais c'est parce qu'on est Hydro, puis parce que, comme je dis, on a une réalité particulière. Mais moi, je peux vous dire, là, les plus gros changements que l'on fait, puis qu'on voit, là, un impact concret, c'est vraiment les comportements. Puis le défi, moi, je peux déjà aussi un autre élément que l'on fait puis que vous devriez, à mon avis, faire, c'est déjà de vous poser des questions comme entrepreneur avec votre CA. S'il arrivait un rançongiciel, s'il arrivait telle affaire, qu'est-ce qu'on fait? De déjà avoir une réflexion de fait, où sont nos limites, jusqu'où on va être prêt à aller, jusqu'où on n'ira pas. Est-ce qu'on peut aller chercher une assurance, un assureur? Bref, il y a déjà des choses que nous, on fait chez nous, que je pense que vous devriez faire pour vous y préparer comme ça. Quand arrive un événement, ben, vous n'êtes pas pris au dépourvu. Puis il y a des entreprises là, qui se spécialisent pour vous accompagner dans ce genre de réflexion-là. Fait que moi, c'est les deux éléments, le comportement puis de vous y préparer que je vous suggérerais de faire. On le fait à notre image, puis je pense que vous pourriez le faire comme entrepreneur dans de plus petites organisations. Ben écoute, je retiens donc que la cybersécurité est un peu comme une assurance. Ça coûte peut-être parfois un peu cher au début, mais jamais après, surtout s'il y a un incident. Notre panel 100% féminin pourra vous en parler tantôt, sur lequel d'ailleurs on aura le plaisir de retrouver, entre autres, notre gouverneure du regroupement, Anne-Marie Faber, que je salue, et plein d'autres femmes inspirantes. Et l'autre chose, et ça coûte pas cher, peut-être inclure dans la culture d'une petite entreprise, d'une start-up, vraiment, et miser sur cette agilité qu'ont les start-up pour parler de cybersécurité, pour parler de technologie, puis faire en sorte que tout le monde se met au diapason. Écoute, le temps a filé. On est déjà arrivé à la fin de notre échange, Dominique. Je veux vraiment te remercier non seulement d'avoir accepté la présidence d'honneur, aussi pour cet échange. Puis, puisqu'on n'a pas nécessairement échangé avec les questions qu'il y a dans le chat, je vais me permettre de te mettre dans l'eau chaude, puis je vais dire aux gens qui nous suivent, s'ils désirent échanger avec toi, qu'ils t'ajoutent sur LinkedIn, tu es quand même assez disponible comme garçon. Est-ce que ça te convient? Absolument, puis ça va me faire plaisir. Puis je vous dis, je vais vous répondre en grande authenticité. Parfait. Puis même sur la plateforme SwapCard. Parfait, oui. Garde. Écoute, merci beaucoup. Je suis vraiment super content de t'avoir eu avec moi ce matin. Bon fera à toutes et à tous. Personnellement, je vous retrouve à 13h avec Philippe Léger pour le panel sur nos sondages Travail ensemble sur la conciliation et la perception des jeunes gens et des jeunes professionnels du marché du travail. J'ai vraiment hâte d'échanger avec vous et bonne formation. Je pense que c'est ce qui s'en vient juste après la capsule qui va vous être présentée. Bonne journée. Bien, merci beaucoup à Pierre et à Dominique. Vraiment, ça a mis le ton pour la journée. On a abordé rapidement là, nos 3 sous-thématiques et vraiment,
C'est ça, c'est des discussions qui pourraient durer là, infiniment et malheureusement, on a un temps restreint. On s'en va en pause, donc une petite pause de 15 minutes. On vous revient à 9h15 pour la conférence d'intelligence santé. Alors, ça promet d'être très, très, très intéressant là, pour suivre cette matinée. Durant la pause, donc, l'écran ne sera pas vide. Alors, je vous invite à continuer à regarder la vidéo. Nous allons vous présenter donc plusieurs capsules, dont des capsules sur la santé mentale. Alors, qui viennent de plusieurs intervenants dans diverses situations. On leur a demandé quelle est votre vision de la santé mentale dans votre milieu professionnel. Alors, des petites capsules comme ça là, qui vont nous inspirer, je l'espère bien. Alors, tout le monde, on se retrouve à 9h15 pour la conférence d'intelligence santé. À tout de suite.